Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hospitalisation à domicile, des soins dispensés à la maison que souhaite développer la ministre de la Santé Marisol Touraine pour répondre à la demande en augmentation des patients et de leurs familles. Dans les Bouches-du-Rhône, il existe une dizaine d'établissements d'hospitalisation à domicile ou HAD et 5 à Marseille. Alors, qui est concerné? Comment s'organise une prise en charge? Et l'HAD devient-elle une alternative à l'hospitalisation traditionnelle? Des questions auxquelles vont répondre nos invités. Le docteur Didier Zanini, à la tête du service d'hospitalisation à domicile de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Bonjour. Bonjour. Également Caroline Guyard, infirmière de suivi dans ce même service. Bonjour. Et Natacha Martinet, qui est infirmière coordinatrice. Bonjour. Alors, docteur Zanini, votre service a été créé maintenant il y a 2 ans. Au départ, c'était des femmes dans le cadre de grossesse à risque qui étaient essentiellement prises en charge. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors oui, c'est toujours le cas, bien sûr. Moi, je voudrais préciser qu'effectivement, c'est une HAD qui est jeune. Une HAD qui s'est ouverte sur volonté institutionnelle au niveau de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille il y a maintenant effectivement 2 ans, comme vous venez de le dire. Et depuis le début, nous avons pris en charge, là aussi c'est une volonté pour nous, de prendre en charge des femmes enceintes et des enfants dès le début de la prise en charge, dès le début de l'ouverture il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, nous avons axé nos prises en charge de manière plus complète, comme le veut aujourd'hui la réglementation, qui est de prendre en charge de manière polyvalente un certain nombre de pathologies et de patients. Donc aussi des adultes. Donc aussi des adultes. Donc globalement, si on peut le dire d'ores et déjà, 1500 personnes ont été prises en charge depuis 2 ans, depuis l'ouverture, avec une répartition de 300 femmes enceintes, 300 enfants et à peu près 900 adultes. Vous soignez près de 60 patients par jour. Quel est votre secteur géographique d'intervention, Natacha Martinet ? Tous les arrondissements de Marseille. Voilà. Et l'environnement, enfin les communes environnantes, pardon. Donc c'est Marseille et puis un rayon d'une trentaine de kilomètres autour de la ville, c'est ça ? Comment ça se passe justement? Dans quel cadre les personnes sont envoyées vers vous? Alors, les demandes peuvent être faites de la part des services hospitaliers ou bien des médecins traitants directement qui nous appellent, qui font donc une première demande pour évaluation et après admission dans le service. Caroline Guyard, quelle est la durée moyenne d'une hospitalisation à domicile? Je dirais environ 21 jours, excusez-moi. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? C'est une moyenne de séjours. Après, ça peut être plus et ça peut être aussi beaucoup plus court. Ça, c'est sûr. Oui, docteur. Alors, je me permets juste de préciser une chose, c'est qu'effectivement, c'est une hospitalisation à domicile. Et dans le mot HAD, il y a surtout hospitalisation. Et donc, par définition, on a vocation à ne pas rester longtemps chez les patients, comme toute hospitalisation, sinon ce n'est pas un grand intérêt. Nous, on est là pour faire assurer un service, on va dire, déterminé pendant une période déterminée, et on passe le relais derrière. Alors, effectivement, la durée d'hospitalisation moyenne chez nous est de 21 jours, mais chaque service HAD en France a une durée d'hospitalisation qui lui est propre en fonction des activités qui sont développées. Parce qu'idéalement, il faut que la période soit la plus courte possible, c'est ça? Oui, non seulement pour le patient, parce que je crois que moins le patient soit hospitalisé, mieux c'est pour eux. Mais par contre, derrière, effectivement, nous, on n'a pas vocation à rester longtemps, mais passer le relais à des professionnels de santé, parfois libéraux, quand il y a besoin d'avoir des soins derrière. Alors, ce sont plus de 100 000 patients qui ont bénéficié d'une hospitalisation à domicile l'an dernier en France. Dans votre service, les appels sont pris à vos bureaux, à la conception. Ils sont pris 24 heures sur 24. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder un reportage dans un contexte où l'hospitalisation à domicile devient une priorité nationale. Les soins à domicile, la ministre de la Santé Marisol Touraine vient d'annoncer qu'elle souhaite les doubler d'ici 5 ans. À la conception, les soignants se réunissent chaque matin pour préparer leur journée. Et pendant ce temps, le téléphone sonne. L'HAD, bonjour. Quels sont les soins à effectuer auprès de ce patient? Il y a des jours où tout va bien, il y a des jours où il y a des urgences, il y a des patients qui vont plus mal que d'autres. La prise en charge psychologique, en plus de la prise en charge des soins, etc., je pense que la prise en charge psychologique, elle est beaucoup plus humaine, beaucoup plus centrée sur le patient lui-même, l'écoute. Alors, comment ça s'est passé? Elle est porte dans la garde à l'hôpital. Mais non, elle a dit à mon âge, ils vont me garder. Pour elle, moralement, c'est mieux d'être à la maison
surtout que ma sœur habite à côté, donc c'est plus pour elle, c'est beaucoup mieux. Contrairement à l'hôpital, les médecins décident, font tout, ils vous disent rien, vous ne savez même pas ce qui se passe, rien. C'est un accompagnement aussi de la famille, c'est pas des aidants, c'est pas de nous laisser, on vient donner des soins et puis c'est terminé, non. Départ pour une nouvelle visite. Cette fois, c'est une sage-femme qui se déplace chez une femme enceinte. Pour cette soignante, l'hospitalisation à domicile n'a que des avantages. Ça coûte quand même moins cher qu'une journée d'hospitalisation. Les patientes sont quand même prises en charge de façon rapprochée, hein, c'est-à-dire que nous, on peut aller les voir même tous les jours. Elles bénéficient de tous les soins qu'on peut leur apporter à l'hôpital, hein, grosso modo. Et pour elles profitent du fait d'être à la maison. Vous la sentez bien bouger? Oui. Je trouve que c'est bien. C'est très bien parce que surtout si je pense que j'ai failli perdre mon bébé, alors ça aurait été très dur à vivre. Ce qu'on m'a dit, tous les jours comptent. C'est-à-dire un jour de plus, un jour gagné. Chaque jour, une quinzaine de femmes enceintes sont prises en charge par ce service d'hospitalisation à domicile. Des soins sont apportés à plus d'une cinquantaine de patients. Docteur Zanini, cette volonté nationale de mettre l'accent sur l'hospitalisation à domicile, est-ce que c'est une satisfaction pour vous ? Complètement, c'est effectivement une satisfaction pour tous les professionnels de l'HAD. En France, il faut savoir que c'est quand même un travail qui a été entamé il y a plusieurs années aujourd'hui avec les professionnels de santé de l'HAD sur tout le territoire national, avec la Fédération nationale des HAD, présidée par notre présidente Elisabeth Hubert, et puis les ministres précédents qui étaient Xavier Bertrand. Et aujourd'hui, effectivement, Marisol Touraine vient de préciser qu'enfin une circulaire arrive pour développer non seulement le nombre de places d'HAD, les doubler d'ici 4 ans, mais aussi de pouvoir intégrer l'HAD dans un véritable parcours de soins, qui est quand même un mot très à la mode et en tout cas très, très important, plus qu'un concept. Je crois que c'est important que l'HAD ait aussi sa place de manière anticipée. Parce qu'il faut distinguer un infirmier ou une infirmière à laquelle on pourrait avoir recours en libéral et l'hospitalisation à domicile. C'est quoi les principales différences? Alors, dans hospitalisation à domicile, il y a hôpital. Donc déjà, la personne et la famille bénéficient de toute la structure hospitalière. Ça peut être de la structure d'organisation de la maison, de l'habitat, comme toute la structure médicale et paramédicale. Tous les soignants prennent le temps au domicile par rapport à la prise en charge qui est une prise en charge globale, contrairement on va dire aux infirmiers libéraux qui font aussi de la prise en charge globale mais beaucoup plus dédiée à l'acte et aux soins. On ne peut pas les appeler 24 heures sur 24 en leur disant j'ai un problème, revenez me voir. Également, donc en plus notre prise en charge est de 24 et sur 24 est en continu de 24 heures sur 24. Docteur Zanini, vous vouliez réagir? Oui, je me permets de préciser qu'effectivement, d'abord, il faut quand même bien avoir en tête que l'HAD, c'est une prescription médicale. Donc, un patient ne rentre pas en HAD comme on peut rentrer à l'hôpital ou dans un service d'urgence. Donc, à partir de là, il y a une coordination qui est établie et qui est mise en route à partir d'un projet thérapeutique sur le patient. Et puis, surtout, l'important, c'est aussi de vérifier pourquoi on prend le patient et combien de temps on va le garder. Et il y a des règles et des contraintes qui nous sont évidemment obligé, qui fait que de dire qu'un patient est pris en charge en HAD, en tout cas, tout patient ne peut pas l'être justement. Donc c'est ça qui est important. Prescription médicale avec des critères d'admission. Faites par qui? Faites par un urgentiste, par le médecin traitant? N'importe quel médecin hospitalier, n'importe quel médecin traitant de ville, ou aujourd'hui, il faut quand même le préciser, un médecin coordonnateur d'EHPAD, donc de centre d'établissement pour personnes âgées dépendantes, mais aussi pour personnes fragilisées, que sont des personnes en situation de handicap placées. Et qu'est-ce qui va déclencher cette hospitalisation à domicile? Sur quels critères finalement on va dire on a besoin d'une présence toute continue? Aggravation d'une pathologie chronique, une exacerbation de cette pathologie ou alors une pathologie aiguë qui se déclare qui justifierait une hospitalisation. Et là aussi, mais je pense qu'on en parlera peut-être, je crois qu'il y a un petit reportage encore derrière, mais c'est de dire qu'une hospitalisation, enfin en tout cas en HAD, peut raccourcir une hospitalisation, et ça c'est tout le problème de l'aval, mais c'est tout aussi le problème de l'amont qui est d'éviter une hospitalisation. Oui, Caroline Guyard, c'est ça. Aujourd'hui, l'hospitalisation à domicile peut raccourcir une hospitalisation. Est-ce qu'on peut arriver à l'éviter? L'éviter, si c'est possible, quand ça vient, par exemple, d'une demande d'un médecin traitant, c'est tout à fait envisageable. Après, selon le motif aussi de la prise en charge. Dans quel cas, par exemple, pour quelle pathologie ça pourrait être ça? J'aurais tendance à la pneumopathie, quelque chose qu'on prend en charge régulièrement.
La colique néphrétique. J'ai ces deux exemples-là qui sont très fréquents. C'est des pathologies assez simples et qu'on connaît vraiment très bien. C'est des prises en charge qui se font rapidement, une installation rapide. Donc à partir du moment où le médecin nous appelle, on peut intervenir 1 heure après, par exemple. Donc le temps juste d'installer le patient à son domicile, de l'installer avec le soignant qui va intervenir pour cet accueil-là au domicile, avec le matériel qu'il faut, les traitements, et voilà. Quel est le délai de prise en charge ? Alors, nous, on a une mission de prise en charge, enfin de réactivité au niveau de la prise en charge, qui peut aller à partir de la demande entre 3 heures et 48 heures de délai d'admission. 3 heures, j'imagine, pour les enfants ? Alors, 3 heures, ça peut être pour les enfants, pour une prise en charge de traitement intraveineux, pour une pathologie simple, chez un patient qui est autonome, enfin, pour lequel on peut avoir une installation dans la journée à partir de la demande. Enfin, et comment on fait pour garantir la même qualité de soins qu'à l'hôpital? Parce que là, on n'est pas tout le temps sur place avec le patient chez lui. Alors, le patient va avoir une garantie de soins dans la mesure où il y a des soignants qui vont venir administrer les traitements, que le médecin traitant est toujours le médecin référent du patient, et également c'est la famille qui va jouer un rôle important, qui est un partenaire essentiel au niveau de la prise en charge à domicile, puisqu'elle va être là, elle peut être formée pour nous aider aux soins, pour être en alerte, ça va être un guide. Elle va quelquefois, il y a beaucoup de familles qui participent aux soins, qui veulent nous aider vraiment dans le soin technique, donc qui vont nous aider à tourner le patient dans le lit, qui vont être près de lui tenir la main. Donc c'est vraiment un partenaire très important et rassurant pour le patient. Donc ça apporte une qualité de soins dans la mesure où tout est comment dire, concentré autour de cette personne. Et c'est très humain comme prise en charge, enfin à mon sens. Oui, c'est ça, le relationnel est complètement différent. Cette fois, c'est le soignant qui pénètre dans l'univers, dans l'intimité du patient. Ce n'est pas le cas à l'hôpital où le soignant est chez lui. Oui, tout à fait. On se doit de respecter les lieux. On est chez eux, on arrive chez eux. Donc on frappe à la porte d'une... Ouais, exactement. Enfin, je veux dire, on rentre chez des gens, on les connaît peu au départ. Et ça part déjà de ce respect-là, de l'entourage et du patient et de ces lieux. Ça lui appartient. Et après, au découlement de tout ça, au découlement de tous les soins qu'on va pouvoir prodiguer et au niveau des passages, il va s'instaurer une relation de confiance et qui va permettre à la famille d'être, comme disait Natacha Martinet, un partenaire, des aidants. Donc des aidants pour les informations, mais aussi pour les soins. Des liens plus forts se tissent peut-être ? Exactement, c'est ce que j'allais dire, puisqu'avant d'être infirmière de coordination, j'étais infirmière à l'HAD, enfin j'allais sur le terrain et au domicile, ce que je continue à faire pour des évaluations ou sur des astreintes, mais en fait, tout ça pour dire qu'il y a des liens, on voit des patients pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il y a des liens très forts qui peuvent se créer, et on a beaucoup d'anecdotes comme ça où on est conviés en fête de fin d'année à partager un apéritif, à partager un gâteau, quelque chose est là, il nous attend. Et il m'est arrivé même une fois sur une astreinte de nuit d'être appelée par un patient, bon c'est sous un faux prétexte pour pouvoir venir partager un moment. C'était aux alentours des fêtes de Noël et c'était vraiment quelque chose de très fort parce qu'ils nous connaissaient bien, parce qu'ils avaient envie Voilà, il y a aussi cet échange-là qui fait que on est plus que des soignants finalement. Docteur Zanini, vous êtes d'accord ? C'est un petit peu ce que recherche la famille, parce que quand ils sortent de l'hôpital, ils recherchent cet aspect-là, de retrouver une dynamique familiale et on rentre, voilà, un côté humain, et on rentre dans cette dynamique-là. À travers ce que disent très bien Caroline et Natacha, on s'aperçoit que être infirmier, être soignant, sage-femme, et aujourd'hui quand même on a 36 soignants, 36 personnes qui travaillent dans le service d'hospitalisation à domicile de la PHM. On a commencé à 8, donc il y a 2 ans. Vous voyez à quel point on a monté en puissance progressivement, et effectivement on est très heureux de ça. Mais on voit surtout à travers ce qui est leur témoignage, c'est que, et moi je leur en félicite pour ça, parce que c'est vraiment des gens qui sont investis dans ce qu'ils font, et puis d'autant plus qu'on n'est pas
infirmier ou aide-soignant ou quel que soit le professionnel de santé en HAD, comme on peut l'être ailleurs. Oui, il y a une vraie expertise qui doit se développer, en tout cas, ou un profil de poste, on va dire, qui doit être dégagé bien en amont, parce que c'est pas la même façon de travailler. C'est d'abord, il y a besoin d'une autonomie particulière. On se retrouve seul à domicile, alors qu'à l'hôpital, on est en équipe. Et donc ça, c'est quand même important à le souligner. Et est-ce que tous les patients peuvent bénéficier d'une hospitalisation à domicile? Est-ce qu'il y a une évaluation qui est faite d'abord? Bien sûr, alors c'est tout le travail de Natacha qui va pouvoir vous en expliquer, mais qui est vraiment une évaluation médico-sociale dès la demande en HAD. D'accord. Donc dès la demande, voilà, je reçois la demande, j'ai quelques heures pour appeler le service, pour faire une préévaluation, déjà connaître une date de sortie présumée, et à partir de là, donc je me déplace dans le service si c'est un patient hospitalisé, et je fais une évaluation plus globale avec les soignants, avec le cadre de santé, avec le médecin, l'interne, le référent, et donc à l'issue de cette évaluation, je soumets le dossier en staff, où sont présents le cadre de santé, le médecin coordinateur et moi-même et puis Caroline. Parce que tous les domiciles sont peut-être pas adaptés à l'hospitalisation. Alors justement, moi en préévaluation déjà j'ai soit la demande de la famille, soit parce que je sens qu'il peut y avoir un frein par rapport soit au domicile, soit aux aidants, c'est-à-dire à l'environnement proche. Et à ce moment-là, on déclenche une enquête sociale avec notre assistante sociale. Je me déplace quelquefois avec elle ou elle y va et voilà. Donc ça, ce sont des prises en charge anecdotiques qui, à mon sens, quand même existent. Existe. À noter également. Mais est-ce qu'un patient seul peut bénéficier d'une hospitalisation à domicile? Parce qu'on parlait de la place de la famille qui est prépondérante, mais si on est seul chez soi? Alors c'est vrai que certaines HAD en France, pour s'être un peu déplacés autour, pour comprendre un peu comment les choses fonctionnent ailleurs, c'est important. Nous, on avait constaté que beaucoup d'HAD ne prennent pas en charge des patients qui habitent tout seuls. Nous, c'est un petit peu différent. On a choisi volontairement, en tout cas, d'évaluer la capacité, en tout cas des patients, de pouvoir nous appeler, de pouvoir être joignables aussi. Et parfois, il y a des patients qui sont seuls avant l'HAD et seront seuls après l'HAD. Donc, dans ce cadre-là, on se doit, pour éviter aussi cette hospitalisation qui est parfois abusive, et pour certains soins que l'on peut prodiguer à domicile, eh bien décider que l'on prend en charge un patient. Dans le cas d'une pathologie, d'un soin isolé, sans problème, on peut le prendre en charge en HAD. Caroline Guyard, on l'a dit, les appels sont pris 24 heures sur 24. Comment ça se passe quand un patient vous appelle la nuit et qu'il habite à une trentaine de kilomètres de la conception? Là, je vais pouvoir vous parler un peu de mon expérience. Comme disait aussi Natacha, je suis une infirmière qui intervient au domicile des patients pour avoir fait justement des astreintes. Quand le patient appelle, il y a une demande. Nous, on est là aussi pour évaluer cette demande, évaluer les besoins et évaluer s'il y a urgence ou pas. Oui, il y a une part d'angoisse la nuit aussi. Tout à fait. Il y a un sentiment de solitude, il pense qu'il n'y a plus personne alors qu'on est là. Donc à nous aussi de rappeler qu'il y a un numéro à appeler et qu'en cas de problème, ils peuvent appeler. Les questions sont posées et qu'on répond aux questions. Après, à nous d'évaluer cette nécessité de se déplacer ou pas. Et là, on touche évidemment le point de la continuité des soins, et c'est une réglementation aujourd'hui. Toutes les HAD se doivent de répondre à une continuité des soins le jour et la nuit. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des astreintes, évidemment paramédicales, qu'elles soient de part pour des soins qui sont programmés, quand il y a 5 ou 6 passages par jour sur un patient, vous vous doutez bien que forcément il y a un passage de nuit, mais que derrière il y a aussi une double astreinte, et ça c'est très récent, donc depuis quelques jours, on a mis en place une double astreinte médicale, ce qui permet aussi de rassurer les soignants. Après, évaluation téléphonique ou voire sur place, peuvent joindre les médecins. Donc ça, c'est tout nouveau. Donc c'est une nouveauté de la PHM. Parce qu'en cas d'appel, vous garantissez un délai de réponse s'il y a besoin d'un déplacement. En combien de temps? Ça se chiffre en minutes? Ça se chiffre... Juste pour préciser, il s'agit d'une astreinte téléphonique et qui se justifie en dehors de toute urgence vitale. Donc on n'est vraiment pas dans le cadre de répondre à une urgence vitale. Donc on prévient les patients. C'est tout le travail de Natacha et des soignants qui sont faits derrière, en amont, pour pouvoir prévenir les patients et les mettre au courant que s'il y a besoin de joindre quelqu'un en urgence et pour un déplacement ou un avis en urgence, c'est toujours le 15, le centre 15. Par ailleurs, nous, on est là pour répondre à des urgences qui sont ou ressenties ou non urgentes, et en tout cas, soit on les règle par téléphone, ce qu'elles font régulièrement, soit elles se déplacent. Au moment de l'appel. Donc c'est vrai que là, on a un rôle d'éducation par rapport à la famille, parce qu'il faut qu'on puisse leur apprendre de différencier une urgence de notre signe clinique pour qu'ils puissent nous informer, nous donner des éléments qui nous permettent de savoir s'il est nécessaire de se déplacer ou de les déplacer, de prendre une décision par rapport à leurs besoins.
Il y a une question d'argent aussi qui est sous-jacente, puisque l'hospitalisation à domicile, ça coûte moins cher que d'être hospitalisé dans un centre hospitalier. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Alors on a des chiffres, il faut rappeler quand même que la circulaire qui va sortir aussi prend en compte justement cette maîtrise des dépenses de santé à venir. Évidemment l'HAD, on se doute bien, coûte moins cher, en tout cas en dépenses par rapport à l'hospitalisation traditionnelle. C'est de l'ordre de quoi, 200 € par jour ? Ça peut aller en gros la moyenne c'est entre 55 et 500 € par jour. Donc il fait que la moyenne évidemment est à 280 à peu près par jour de recettes entre guillemets, puisque c'est quand même la sécurité sociale qui au final paie tout ça. Mais il s'avère qu'une journée d'hospitalisation en moyenne c'est plus de 1000 € traditionnel. Donc vous voyez le rapport il est de 1 à 4. Donc il n'y a pas photo, tout en sachant qu'il est évident que l'important c'est de garder la même qualité des soins et la même sécurité des soins. Ce qui est le cas la plupart du temps. Il n'y a pas d'oncogériatrie ou de soins palliatifs pris en charge par l'hospitalisation à domicile. Il y a quand même une statistique, moi, qui m'a frappée, que j'ai appris, c'est que la moitié des personnes âgées hospitalisées pendant plus de 8 jours décèdent dans les 2 mois. C'est un chiffre qui fait réagir. Si je puis me permettre, il y a deux choses dans votre question. La première, c'est le choix de ne pas faire, en tout cas, d'oncogériatrie ou d'oncologie ou de soins palliatifs. Elle est un choix tout à fait personnel chez nous. La plupart des HAD, c'est quand même le mode de prise en charge le plus fréquent. Le plus courant. Le plus courant. Or, nous avions décidé, conjointement avec les HAD qui interviennent sur le même périmètre, le même territoire, de se mettre d'accord pour dire, eux, ils étaient là avant nous, donc par respect pour ça, nous, on a choisi d'aller sur d'autres axes. Un autre créneau. Que sont les enfants, les femmes enceintes, et puis certaines prises en charge sur les adultes. Donc ça, c'est toute la transversalité du territoire qui nous importait, en tout cas, nous, de nous impliquer dans tout ça. Parallèlement à ça, la question du coût. Non, c'était pas du coût. C'était les personnes âgées, en fait. La personne âgée, jour, évidemment qu'avec le développement, enfin en tout cas la croissance de la population vieillissante aujourd'hui, fait que on aura de plus en plus besoin de développer des HAD. Et évidemment que nous aujourd'hui, on veut développer cet axe-là, tout en sachant qu'il y a une HAD qui est spécifique gériatrique, qui est le CH de Montolivet, donc à Marseille, qui est spécialisé dans les personnes âgées. Par contre, nous là où nous voulons à tout prix nous positionner, c'est sur la prise en charge dans les maisons de retraite, qu'elles soient médicalisées ou non d'ailleurs, puisque l'idée, et là vous citez cette référence bibliographique qui dit qu'effectivement, et tout le monde le sait aujourd'hui, que les hospitalisations sont délétères. Ça permet de ne pas couper la personne de son milieu habituel. Mais là, c'est surtout pour éviter les hospitalisations et surtout l'attente aux urgences. Voilà, donc c'est vraiment dans ce créneau-là que nous voulons nous positionner, et d'ailleurs ça marche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous saisit en priorité pour venir aider donc un personnel soignant médicalisé déjà dans les maisons de retraite pour pouvoir éviter ces hospitalisations, quitte à les organiser, puisque parfois pour certaines accès à plateau technique, pour avoir certains soins beaucoup plus spécifiques, on peut faire les transferts. Et ça, on sait faire, puisque par définition, c'est la coordination, et donc la coordination, c'est un peu notre savoir-faire, entre guillemets. Est-ce qu'il y a une anecdote peut-être sur le terrain avec un ou une patiente, quelque chose qui vous a marqué ? Il y en a eu plein, j'ai envie de dire, vu les relations qu'on peut tisser avec des patients. On a eu un patient qui est resté vraiment très longtemps. À l'heure actuelle décédé, mais c'est celui qui nous a tous marqués. Ému, oui, ça arrive aussi, parce que des passages tous les jours, c'est quotidien, avec une épouse très présente. Des soins qui ont été complexes, ça a duré. Donc et puis on parlait aussi de relations avec des petites choses comme ça, une épouse qui nous attendait tous les matins avec le café, une attention tellement bienveillante de sa part, et nous aussi bien sûr, mais de la part d'une famille c'est complètement... c'est inoubliable ce genre d'expérience. Et il y en a d'autres. On a encore des patients qui sont encore là, ça fait un moment qu'ils sont là, et qui sont habitués à nous. Et tout ça, c'est l'humanité dans toute sa splendeur. Est-ce que justement on essaie d'organiser les soins pour que ce soit le même soignant qui se déplace s'il y a besoin d'aller voir un patient plusieurs fois par semaine ? On essaie de faire en sorte que les patients ne soient pas trop déstabilisés, qu'il n'y ait pas... Mais bon, c'est vrai que les contraintes par rapport au nombre de personnes, il y a des contraintes de repos, etc. Mais au bout de quelques jours, la famille reconnaît les soignants, et ça se passe bien. Ils arrivent à acquérir certains repères. Et donc moi, je dois dire que toutes les anecdotes, elles résument une chose, c'est que j'ai entendu très très souvent des gens nous dire
heureusement que l'HAD existe, parce que sinon, qu'est-ce qu'on serait devenu? Qu'est-ce que notre parent serait devenu à l'hôpital? Heureusement que l'HAD est là pour nous accompagner dans cette épreuve et rester chez nous, dans notre lieu de vie, celui qu'on connaît, celui où on a toujours vécu. Et rien que pour ça, je trouve que c'est bien qu'on continue notre passion pour l'HAD. Surtout dans des sociétés de plus en plus individualistes où chacun travaille et puis finalement on ne peut pas accompagner ses parents tout au long de leur vie. Les parents, les enfants aussi, les adultes, donc tous ont vocation à, en tout cas tous ceux qui nécessitent une hospitalisation ont vocation à être pris en charge en HAD. En tout cas, c'est vrai que ce qu'il faut faire ressortir, c'est vraiment cette formidable, en tout cas, humanisation des soins qu'on retrouve à l'HAD. À mon sens, plus par un peu plus de temps, on va dire, que dans la prise en charge traditionnelle. Oui, c'est ça en résumé. Dans le cas d'une hospitalisation à domicile, on a le temps de prendre le temps, quoi. C'est un peu ça. On a le temps de prendre le temps, et puis on est chez la personne. Donc c'est eux qui guident aussi. Ça donne. On est invité. Voilà, alors que c'est vrai qu'en structure hospitalière, mais le patient est cadré et puis le soignant est derrière la structure. Là, on est invité chez la personne. C'est véritablement l'expertise de l'hôpital et du CHU, en tout cas, qui est transférée à la maison. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Oui, ça aussi, bien sûr. Ça n'exclut pas la qualité des soins et la continuité des soins de qualité. Merci à vous en tout cas d'être venus. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau. Avant de se quitter, je rappelle le numéro de l'hospitalisation à domicile de l'hôpital de la Conception, le 04 91 43 53 00. Le 15 reste bien sûr le numéro à composer en cas d'urgence vitale. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous.